point je suis emprisonnée dans un corps que je déteste, que j'aimerais plus voir, que je supporte plus tous les jours de me réveiller et de revoir ce même corps, etc. Je trouve qu'en plus, je déteste ce corps. Yeah. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulés, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Dès son plus jeune âge, Anthony a ressenti une pression immense pour correspondre à des standards de beauté inaccessibles. Un poids qu'il a voulu alléger au plus vite à travers plusieurs interventions esthétiques. Entre sa première rhinoplastie et ses différentes injections, il nous raconte comment, dans une société saturée par les réseaux sociaux, cette quête de perfection a influencé son estime de soi et son rapport aux autres. Salut Anthony. Bonjour Juliette. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ouais, très bien. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis étudiant en alternance pour un master en ressources humaines. Okay. Et je suis actuellement chargée de recrutement en comptabilité et finance. Ok, voilà. Très bien. Alors, si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi ? Je pense qu'ils diraient que je suis beaucoup tête en l'air. Je suis souvent dans ma bulle, dans mon monde. Ouais. Et sinon, ils diraient que je suis gentil, peut-être un peu anxieux. Ouais, ok. mais voilà, à peu près. Ok, très bien. résume bien. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi ? Alors ça, j'y réfléchis. Je pense que je dirais la voiture. Ouais. La voiture, ça m'apaise beaucoup. Genre quand tu conduis ? Non. Okay. Quand je suis plutôt passager. Okay. Et je m'y sens vraiment très bien. Je peux m'endormir très très vite. Même avec des gens que tu connais pas ? Ah, surtout en Blablacar. C'est pas vrai. Alors, si t'es anxieux, c'est quand même paradoxal. Oui, écoute, je sais pas, mais après, je prends très peu de Blablacar. Okay. Et en général, je prends pas Blablacar seul. C'est un endroit que t'aimes bien. Ouais. Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ? Écoute, j'en ai pas vraiment, mais je dis souvent arrête dans une conversation. Okay. Arrête. Ou alors je dis c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors tu poses la question ? C'est vrai ou okay. Ouais, c'est vrai. Ok. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? J'ai pas vraiment de passion. J'entends beaucoup ça, des gens qui disent qu'ils sont pas passionnés, mais qui aiment des choses beaucoup. Ouais. Je suis un peu dans ce type de personne-là. C'est quoi les trucs que t'aimes bien ? J'aime bien le badminton, la peinture. La culture aussi, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Très bien. Alors, dès tout petit, tu te souciais déjà beaucoup de ton apparence. Est-ce que c'était quelque chose que tu ressentais par rapport à ta famille ou à la société en général ? Ça a commencé par ma famille, en premier. Ouais. J'ai eu comme exemple, pendant mon enfance, ma sœur. Et j'ai très vite compris que ma sœur avait besoin de correspondre à certains critères. Ouais. Et je me suis sentie très vite liée à ces critères, moi aussi, parce que je prenais le même schéma qu'elle. Okay. Et donc, c'était surtout des critères en rapport au poids, au physique, à la nourriture, etc. C'était ma sœur est plus âgée que moi. Mmh. Et donc, j'avais très vite compris que si je mangeais comme elle mangeait, j'allais devenir comme elle, etc. Et donc... Mais du coup, c'était ton modèle ? Ouais, c'est ça. Ouais, t'avais envie d'être un peu comme elle. Voilà, c'est ça. J'avais envie d'être comme ma sœur parce que je la trouvais belle, je la trouvais rayonnante. Voilà, c'était ma petite maman, une deuxième petite maman. Ouais. Ma sœur a très longtemps eu ce rôle de maman envers moi. Et okay. Donc, c'était pour moi l'exemple que j'avais en étant petit. Et donc, elle faisait gaffe à la bouffe ? Parce qu'elle n'avait pas le choix. On est une famille où on grossit assez vite, je pense que c'est assez génétique. Okay. Et donc mes parents étaient très restreints avec elle. Elle devait signer des papiers pour dire qu'elle ne devait pas manger tant, etc. Ma mère est gardienne d'enfants, donc elle avait une certaine boîte où on rangeait les gâteaux, les bonbons, chocolat, etc. Et quand les enfants partaient, il y avait un papier dessus écrit « Adieu, bonbons, chocolat, gâteaux », un peu pour nous frustrer de... Okay. de tout ça, donc c'était très restreint. On mangeait que des trucs à la vapeur parce que sinon on grossissait assez vite. Ah ouais. Et donc voilà, après ma sœur avait beaucoup de critiques sur son physique. Bon, ça c'est quand j'étais vraiment petit. Ensuite en grandissant, les critiques me sont forcément arrivées dessus, mais je m'y étais préparé. Mais les critiques de qui ? Mes parents, ma famille, l'école, l'entourage en général. Et donc en fait tu fais attention à ton apparence parce qu'en fait ta sœur le fait pour elle-même, parce que tes parents lui disent. Exactement. Mais toi, naturellement, tu te dis pas, faut que je perde du poids, faut que j'en prenne. Non. En fait, je crois que ça n'a jamais été
un problème jusqu'à ce que je prenne conscience du poids, etc. Je savais juste d'avance que la nourriture allait être un problème pour moi. En préparant cet épisode, tu as évoqué des moments difficiles durant ton enfance et ton adolescence. Comment ces expériences, elles t'ont marqué sur le long terme ? Je crois que j'avais écrit plusieurs expériences. C'était, tu peux nous les partager ? Ouais. L'expérience la plus difficile pour moi, ça a été aux périodes du collège, quand on commence à un peu apprendre à savoir qui on est, etc. Et je suis arrivé au collège avec beaucoup de surpoids. Et mon père était très difficile avec nous, était très dur sur ses propos avec nous, etc. Je me rappelle d'un soir où mon père avait quelques pulsions parfois un peu colériques, où il contrôlait pas forcément son énervement. Je me rappelle d'un soir où ma sœur avait décidé de mettre un peu de lardon dans ses petits pois, une poignée minime. Ça a été un défoulement de haine à peu près, où je me rappelle que dans son assiette, devant mon frère et moi, il lui avait rajouté de l'huile, du ketchup, du sucre, du jambon, et il lui a fait gober l'assiette. Mais non. Et ça a été un traumatisme où, quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'attend. Donc, j'ai grandi un peu avec cette idée-là. Et ensuite, mon père s'est pas arrêté dans cette démarche-là. Je crois que ça a été un peu de pire en pire. Avec elle ou avec vous tous ? Surtout avec elle et moi. Ouais. Peut-être parce qu'on était très proches, ou je sais pas, que je reprenais exactement le même schéma qu'elle. À l'école, elle était un peu turbulente. Et j'étais un peu turbulent aussi, parce qu'on était les enfants gros. Et quand on est gros, on n'a pas d'autre choix au collège que d'être rigolo et de amuser la classe. Parce que sinon, en fait, on a, à ce niveau-là de l'école, on n'a rien d'autre pour nous. Si on ne veut pas rire les autres et qu'on n'a pas la beauté, il ne nous restait plus que ça. Et donc, on était assez turbulent à l'école. Mon père m'appelait Gogol au collège quand il venait me chercher. Gogol ? Ouais, devant mes copains. Ma sœur, c'était le steak, donc c'était à choisir. Je préfère Gogol. Et, oh my God. Ouais, c'était assez compliqué. C'est hyper dur. Oui. Mais vas-y, je t'en prie. Je tiens juste à préciser que mon père, maintenant, on s'entend bien. Ça, on n'arrive pas à en parler de cette période-là, mais maintenant tout va bien. C'est difficile pour toi de lui en parler. En fait, j'arrive plus à échanger avec lui sur n'importe quel sujet. Avec ma maman, c'est pareil. En fait, du moment où on en parle de n'importe quel sujet, je ramènerai tout à ça, quoi qu'il arrive. Et donc, quand tu as quitté la maison pour faire tes études, ça a été une période de transformation pour toi, mais pas forcément dans le bon sens au début. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai fait une grosse dépression. Je quittais tout, ma famille, mes amis, ma sœur surtout. J'étais très triste de quitter ma sœur. Une fois arrivé pour mes études, la dépression m'a fait perdre le double de mon poids. Donc, je faisais 90, un peu plus 90. Et je suis passé par des petites étapes. Mais j'ai tout perdu en 4-5 mois. Je faisais plus que 50-45 kilos. Ah oui, parce que quand tu dis 4-5 mois, c'est extrêmement rapide. Je me nourrissais plus. J'étais enfermé dans une pièce dans le noir et je me nourrissais plus. Et donc, alors, attends, t'es tombé en dépression parce que tu quittais surtout ta sœur et tes amis ? Rien. J'en ai aucune idée de pourquoi je suis en dépression. J'avais aussi fait un voyage humanitaire avant ce déménagement-là. Et peut-être, est-ce que j'ai fait une mauvaise réaction au traitement ? Et tu sais, pour l'hépatite B, il y a des traitements qu'on doit prendre. Okay. Et les effets secondaires sont pensées noires, etc. Est-ce que c'est ça qui a joué aussi ? Je sais pas. Ouais. Et donc, t'as perdu quoi ? 40 ? Le moitié. Je suis passé de 90 à 45 avec le temps. Ouais. Mais en tout cas, j'ai perdu la moitié. T'as commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire là ou pas forcément ? Je pense tout de suite, parce que une fois que j'avais compris que je pouvais être maigre et que la solution était de ne pas manger pour être maigre, ça s'est enchaîné. Je pouvais plus me nourrir non plus sur la continuité. Je faisais un repas tous les 2 jours. Wow. Et je mangeais que le midi. Et tu mangeais quoi ? Je mangeais des trucs à l'eau, des pâtes à l'eau. Je mangeais pas de viande, j'étais végétarien. Je mangeais pas ce qui est sucre, etc. Donc c'était vraiment un régime alimentaire qui était très restreint. T'étais végétarien parce que tes parents... Non, parce que par conviction. Ok, donc t'as fait que un repas tous les 2 jours ? Voilà, ça durait à peu près 1 an et demi. Mais tu devais être méga faible. J'étais très très maigre, j'étais très faible, j'étais souvent... Mais je pense que c'est pour ça qu'on me dit que je suis souvent en tête en l'air, parce que j'étais jamais concentré, en fait. J'étais là sans être là, je pouvais plus regarder de films, je pouvais plus regarder de... Tu devais être anémié et tout, quoi. Mais j'ai des carences à vie maintenant. Ah ouais ? Oui, parce que ça a duré pendant 4 ans, ça fait d'être végétarien. Okay. Et donc maintenant, on a fait le prise de sang, etc. Maintenant, je remange de la viande parce que j'ai plus le choix pour ma santé. Mais j'ai des carences à vie. Mais c'est fou parce que du coup, t'as fait des prises de sang et tout après pour voir ce qu'il y avait. En fait, je faisais des prises de sang. Mon médecin me suivait très bien. Et en fait, je faisais des prises de sang régulièrement. Il me disait toujours de remanger plus, remanger de la viande, etc. Parce que c'est vital, ou alors il faut bien le remplacer. Ouais. Mais j'en prenais pas compte. J'avais beau voir un diététicien, un médecin, j'en avais rien à faire. Du moment que je pouvais rester maigre,
Tu voulais être maigre, tu voulais pas être mince. Voilà, ça c'était être maigre, la maigreur, voir les bras fins, les os, etc. C'était vraiment... Et pourquoi? Parce que tu trouvais ça beau? Peut-être parce que je me voyais différemment. En fait, je me reconnaissais plus du tout dans l'image que je renvoyais. Et j'aimais cette image que je pouvais renvoyer aux autres. Est-ce que tu pensais, peut-être inconsciemment, alors c'est vraiment des raccourcis de merde, hein, mais si je suis mince, on va m'aimer, mes parents vont m'aimer plus. Parce qu'en fait, je crois que c'était la vérité. Je crois que ça s'est passé comme ça. Je crois que du moment où j'ai perdu du poids, les regards étaient sur moi, mes parents étaient beaucoup plus proches, ma famille était plus proche. Mais pardonne-moi, mais on n'aime pas plus son enfant parce qu'il est mince. Mais quand on a un enfant qui nous déplaît physiquement, est-ce qu'une fois qu'il nous plaît physiquement, on lui montre un peu plus nos sentiments? Déjà, un enfant n'a pas à nous plaire ou pas physiquement. Oui, c'est vrai. En soi. Et puis surtout, notre enfant, même s'il est chum, on le trouve beau. Oui, tu vois. C'est sûr. Donc, par contre, avec le recul où moi, maintenant, je suis maman, je comprends l'inquiétude qu'on peut avoir pour son enfant. Mais de là à ressentir ce que tu as ressenti de mon père, mes parents vont plus m'aimer parce que je suis mince, c'est bien parce qu'on t'a mis en tête ce truc-là. Vraiment. T'as vu un changement net chez eux? Mais ça a été un changement du tout au tout. Je pense même que mon frère et ma sœur ont eu beaucoup de haine envers moi quand j'ai perdu du poids. Pourquoi? Parce que j'étais plus aimé par toute ma famille, je vais pas dire les noms, mais eux, ils savent de qui je parle, mais ma tante, ma grand-mère, ils m'ont montré tellement d'affection quand j'ai perdu du poids. Qu'est-ce qu'ils t'ont montré comme au premier repas de Noël, je pense que ça a été tout le temps, mon frère et ma sœur, on a toujours eu les remarques sur notre physique au repas de Noël, parce que c'est là qu'on voyait toute notre famille. Et je crois qu'à ce repas de Noël-là, après avoir perdu du poids, tous les yeux étaient sur moi, tout le monde m'a dit que j'étais beau, et pour la première fois. Et mon frère, surtout mon frère, il était très en colère par rapport à ça. Très en colère. Ce qui se comprend. Oui, je le comprends. Au début, je lui en voulais beaucoup aussi, parce que, en fait, c'est comme si j'avais réussi quelque chose, alors que j'ai rien réussi. C'est le fruit de la dépression, quoi. C'est ça, en fait, j'ai rien réussi. Il a eu des propos très méchants avec moi là-dessus aussi. Ton frère? Oui. Mais maintenant, je lui ai pardonné, parce que pendant très longtemps, on ne s'est plus parlé, peut-être à cause de ça. Mais Tu dis peut-être parce que vous savez pas trop? En fait, on en a pas beaucoup. Enfin, on en a parlé que c'était par rapport à cette perte de poids qui m'en a beaucoup voulu. J'ai pu perdre du poids, mais sur le moment, on n'en avait pas forcément parlé quand on s'était juste éloigné. Et en même temps, ça ne concerne que toi. Oui, intégralement, ça ne me concerne que moi, mais les trois, on était dans la même situation, on a grandi ensemble. Ouais, ils se sont sentis peut-être trahis. Ouais, c'est ça. Je pense, parce qu'on était tellement soudés au repas de Noël, on savait ce qu'il allait nous attendre, on savait les remarques qu'on allait se prendre. Et là, le fait que je me dédouane sans le vouloir de ça, et que du coup, les deux continuaient dans le même schéma de ça, et je pense que ça a été un peu un dégradement de nos relations. Et quand t'es à ta famille, on va dire, était vachement plus, on va dire, aimante, comment tu le vivais? Est-ce que tu disais, oh, ça y est, j'ai réussi? Ouais. Ah, mais c'était génial, c'était un vrai pas de plaisir. colère? Non, j'étais vraiment heureux de la situation. Je me sentais comme un enfant qu'on aimait vraiment. Ils étaient fiers de moi dans un sens. Et je crois que ça a été très chouette au début. Quand est-ce que tu as senti que ça allait pas pour toi? Très tôt, j'ai commencé à me sexualiser par rapport à ma perte de poids. J'ai commencé à mettre des photos sur les réseaux sociaux de moi en sous-vêtements, etc. Parce que, en fait, j'avais plus l'attention de ma famille. Donc, je cherchais l'attention d'autres personnes et donc des hommes en fonction de mon orientation sexuelle. Très tôt, je me suis sexualisé sur les réseaux sociaux pour avoir... C'est quoi très tôt? Genre, t'as quel âge? J'étais mineur, j'avais 17 ans, je pense. Ok. Parce que pour toi, tu pouvais pas être sexualisé, j'allais dire sexualisable, mais je pense pas que ça se dise, tant que t'es gros? J'étais un bébé. Quand j'étais gros, j'étais un enfant. J'étais toujours ce comique, gros comique. Et je pensais même pas à ça, parce que je connaissais même pas mon orientation sexuelle, je pense. Je me permettais même pas d'aller voir un garçon, etc. C'était impossible. Donc c'est quand t'as commencé à te sexualiser et à poster des photos de toi dénudé. Voilà, que j'ai fait mes premières rencontres avec les garçons. On va marquer une petite parenthèse qui s'appelle Donne ta langue aux cats. Devant toi, tu as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Il y a le dégoût, la tristesse, la colère, la peur et la joie. Je t'invite à aller vers une émotion et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Moi, j'ai pris la tristesse. Parce que la tristesse, c'est le sentiment qui m'a le plus accompagné dans ma vie et qui m'accompagne toujours. T'as quel âge là? T'as 20 et... J'ai eu 22 ans il y a 4 jours. Bon anniversaire.
Merci. Et là, tu peux prendre une carte au hasard sans regarder. Ok. Celle qui te vient comme ça. Et du coup, je veux bien que tu nous la décrives, le mot, le dessin. Et je vois un bonhomme en bâton en train de se noyer dans un tourbillon. Et il y a écrit Il a quoi? peur. Ça te parle ou pas? Ça me parle beaucoup, mais je pourrais apporter ça à tellement de situations. Je pense que je me suis un peu noyé dans cette quête de perte de poids, d'apparence, de physique. Encore aujourd'hui, je pense que je suis toujours dans ce tourbillon en train de me perdre et je me cherche encore peut-être. Voilà. À partir du moment où tu commences à poster ces photos, à te sexualiser, à rencontrer des garçons, donc tu décides de passer par la case chirurgie esthétique pour changer ton apparence. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience, les injections aux lèvres, comment ça s'est passé? Et t'as quel âge à ce moment-là? J'ai commencé par la médecine esthétique. Ouais. J'ai fait des injections aux lèvres à la veille de mes 19 ans. J'avais pris un rendez-vous à 2h du matin sur une application... Doctolib et tout ça? Non, même pas. C'est une application où des particulières, en général, parce que c'était plutôt des femmes qui faisaient ça, des prestataires un peu illégalement, parce que c'est dans des... c'est pas légal, quoi. C'est pas légal, quoi. C'est pas déclaré, c'est pas des médecins. Voilà, donc j'ai pris un rendez-vous là-dessus pour une prestataire dans la journée même, à 2h du matin. Ouais. Et pourquoi tu t'es pas dit je vais dans un truc légal? C'était le plus rapide. Ah oui, d'accord, ok. Le matin même, mon ami de l'époque m'avait pris en photo et j'avais vu mes lèvres et j'avais dit mais c'est monstrueux, je peux pas sortir comme ça. Donc tu prends rendez-vous à 2h du matin. Ouais, c'est ça. T'as ce rendez-vous le lendemain. Et pourquoi les injections aux lèvres? Pourquoi? Parce que sur la photo, mes lèvres étaient horribles, elles étaient tellement fines. Enfin, sur la photo, je me suis dit mais il y a un truc qui va pas. En fait, t'es maigre, il y a encore des trucs qui vont pas. Et là, ça n'allait pas du tout. Enfin, j'étais dégoûté de voir mes lèvres comme ça. Donc... Et c'est la première fois que tu voyais tes lèvres comme ça? C'était la première fois que je voyais mes lèvres comme ça. Où j'étais complexé. En fait, sur mon visage, il y a plein de trucs qui vont pas. Et je mets pas forcément des mots dessus jusqu'à quand que je mette un mot dessus. Et quand je mets le mot dessus, j'ai ce besoin pressant de le modifier au plus vite. Et c'était très douloureux. Ça fait mal, je crois. Ouais, j'étais chez elle en plus. Elle m'a anesthésié avec une crème générale, je pense, bas de gamme, sans gants, sans rien. Et j'ai beaucoup, beaucoup saigné au niveau des injections. Normalement, on saigne pas comme ça? Normalement, on saigne pas comme ça. Moi, je saignais énormément. Finalement, ça allait. Je suis sorti et j'avais extrêmement mal. J'avais des œdèmes. J'étais très heureux. Je pense que j'avais jamais ressenti ce sentiment-là, d'être différent. Je me regardais dans le téléphone, je crois, tout le long du chemin. Mais en fait, j'adorais ce sentiment d'être plus le petit garçon que je connaissais, qui se détestait, quoi, qui était dégoûté de voir son reflet. Je commençais presque à apprécier ce que je voyais. Mais ce qui est fou, c'est que finalement, ces lèvres que t'aimais pas, tu t'en étais jamais vraiment rendu compte. Ah, jamais. Sauf à ce moment-là. Ouais. Et du jour au lendemain, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Tu décides de changer drastiquement ce truc-là. Ouais. Et donc, quand tu te vois dans la caméra, tu te dis, c'est exactement ça que je veux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Même avec les œdèmes, tu dis, c'est beau. Ouais, mais c'était... Je crois que même l'heure qui suit, j'avais appelé ma famille pour leur montrer ce qu'ils n'étaient pas au courant. Il y en a qui a dit que c'était mal ou pas bien. Moi, je dis oui, c'est joli. À partir du moment où tu as perdu du poids, même si c'était pas volontaire, et que ta famille t'a dit oh, putain, PG. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es aimé quand même avant ces injections et tout? Est-ce que tu te trouvais beau ou... Je posais pas de mots sur comment moi je me trouvais, mais en fait, je pense que j'étais beau du moment où on me le disait. Je pense du moment où on me décrivait en tant que beau, je l'étais. En même temps, ça s'entend vachement. Après, oui. Je trouve avec ce que tu racontes là de tes parents qui ne vous ont fait que vous implanter en tête que être gros, c'est pas bien. Ouais. Et donc, il faut faire que comme ce que eux disent. Quelque part, ça se comprend. Ouais, aussi. Et donc, t'étais vachement attaché au regard des autres. Mais toute ma vie, je pense. Encore maintenant encore maintenant, encore plus maintenant. J'ai l'impression qu'avec le temps, c'est de pire en pire. Ouais. En fait, du moment que je pense que j'ai de l'affection envers une personne, j'aurais besoin que cette personne me trouve beau pour rester proche de cette personne. Et c'est quoi être beau alors? Après, c'est les critères de société. Je sais qu'en plus, on essaye de les déconstruire, que ça n'a aucun sens, que ça, je l'entends, mais ça rentre pas dans ma tête. En fait, moi, ces critères, ils sont ancrés dans ma tête et il faut que je coche toutes les cases. Et c'est quoi ces cases alors? Le visage fin, en général, un corps pas trop maigre, assez musclé, un visage très parallèle aussi, une belle barbe bien dessinée ou alors pas de barbe, des sourcils sans monosourcils, un nez bien droit en trompette, des pommettes élevées mais pas trop, les yeux tirés en œil de biche mais pas trop non plus. Voilà, c'est à peu près ça. Où est-ce que t'as vu ça? Où est-ce que tu t'es dit en fait c'est ça? Je crois par quelle image tu t'es représenté? Est-ce qu'il y a des garçons où tu t'es dit ah putain c'est ça?
Je pense que ça a commencé surtout au collège. Je voyais qu'en fait, les beaux garçons réussissaient, ils avaient beaucoup d'amis, etc. Et donc, je crois que ça a commencé par ça, où j'étais très envieux d'eux. Ensuite, il y avait beaucoup de télé-réalité. Moi, j'ai grandi avec la télé-réalité Quand je rentrais tous les soirs, je regardais la télé-réalité avant les devoirs. Je savais qu'en grandissant, j'aimerais être comme eux, en fait. Parce que c'était un peu la côté de la réussite, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une réussite en soi d'être beau, hein, c'est un beau petit privilège, mais je savais que moi, je voulais en avoir accès. Pour moi, tu vois, la beauté, ça se passe pas du tout dans le physique, par exemple. Ouais, j'entends aussi. Moi, j'adore les gens beaux, hein, franchement, et puis j'adore qu'on me dise que je suis belle, il y a pas de problème. Ça vient flatter tout le monde, tout le temps, de toute façon. Mais pour moi, la beauté, c'est vraiment un truc qui est tellement intérieur, parce que, en vrai, la question se pose, c'est-à-dire que, ok, ça y est, tu te trouves beau. Et so what? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? T'es beau, et alors? Et après? Ouais, c'est ça. Mais il faut déjà se trouver beau. Et c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Et tu penses qu'en faisant ces opérations, tu vas où tu as? J'essaye. En tout cas, quand je fais une opération, après, je me trouve beau. Après, il y a un autre complexe qui apparaît. Mais en tout cas, quand je fais l'opération, je me trouve beau. Mais tu vois, c'est ça que tu dis, c'est que tu relèves un truc, c'est que tu fais une opération, mais après, il y a un autre complexe qui arrive. Ouais. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, où ça ne s'arrêtera jamais. Podcast. Après cette première intervention, tu as continué avec une rhinoplastie. Oui. Comment tu te sentais après cette opération et est-ce que ça a changé ton rapport à toi-même? La rhinoplastie, j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais le soir après la fac. Je faisais inventoriste de nuit. Donc je travaillais, je crois, à partir de 22h et pendant 5-6 heures. Et le week-end, je travaillais en tant que barman pour un club sportif. J'avais pris un premier rendez-vous avec un chirurgien, cette fois-ci un vrai chirurgien. Le rendez-vous s'est fait assez vite parce que c'était 3 semaines après mes deuxièmes injections aux lèvres, parce que j'avais refait des injections aux lèvres entre-temps. Le chirurgien m'avait mis en garde sur mon âge, déjà. Parce que je crois que j'avais 19 ou 20 ans. Et il m'avait mis en garde sur mon âge, sur les conséquences que ça pouvait avoir, parce que, en fait, l'os, quand on est à cet âge-là, il peut encore se modifier, etc., avec le temps. Donc, il m'avait mis en garde là-dessus, sur les dangers que ça peut avoir aussi. Mais honnêtement, j'en avais rien à faire. Et je pense qu'il n'en avait rien à faire aussi. Il en voulait surtout pour son argent. Du coup, j'ai pu financer cette opération seule. L'opération s'est fait 4 mois après. Déjà, tu avais 2 injections c'est ça. Des lèvres avant de faire la rhinoplastie. Ouais, c'est ça, exactement. En gros, j'avais 19 ans. Ok. Et je savais que ma famille allait le voir et c'était hors de question qu'ils s'en aperçoivent que j'avais fait une rhinoplastie. Ah ouais? Ouais, ils le savent pas encore. Ok. Si jamais ils écoutent ce podcast un jour, ils le sauront. Mais comment ils le savent pas, ça veut dire que... Parce que en fait, je rentrais très peu chez ma famille parce que j'habitais loin pour les études. J'habitais à Perpignan, ils habitent du côté de Strasbourg, donc je pouvais pas rentrer tous les week-ends. Et donc je savais qu'en faisant cette opération en août, j'avais jusqu'à Noël pour que ça se résorbe. Voilà. Et donc, l'opération, il m'avait dit, le post-opératoire devait durer, comme c'était simplement limé le nez. Parce qu'il était comment ton nez avant? En fait, il était juste un peu plus large comme ça, là. Okay. Et donc, le but était simplement de limer. Ici, il m'avait dit que le post-opératoire devait durer 4-6 mois, l'hématome. Okay. Et donc, quand on arrivait à la période de Noël, ça tombait pile poil. Juste, c'était encore un peu jaune, l'œdème était encore là. Ouais. Donc, j'avais simplement mis un peu de correcteur. Et c'est passé, et ils ne se sont pas aperçus. Mais donc, maintenant, ils ne le savent toujours pas? Maintenant, ils le savent toujours pas. Mais c'est fou, ça. Et pourquoi tu leur as pas dit? Parce qu'en fait, je sais que c'est pas terminé, que je vais refaire des trucs. Et je veux pas qu'on freine, je veux pas qu'on m'ait décidé dans la tête de non, c'est pas bien, non, t'es beau comme ça. Parce qu'en fait, ça va entrer d'une oreille, ça sort de l'autre, et je veux juste rien entendre, faire mon truc de mon côté. Mais donc, toi qui voulais un nom en trompette, il est en trompette, ton nez? En fait, ça, c'était déjà naturellement, c'était juste ici. Ok, d'accord. Du coup, avec les réseaux sociaux, l'image, ça prend quand même une place énorme dans la vie de chacun. Ouais. Comment est-ce que ça a influencé ta décision de modifier ton apparence? Parce qu'en fait, c'est tellement accessible, la chirurgie esthétique, on se rend pas compte, la médecine, la chirurgie esthétique, c'est tellement accessible. Je crois que pour une simple rhinoplastie, j'ai payé même pas 3 000 €. Enfin, ouais, mais c'est pas accessible pour tout le monde. En fait, c'est tellement accessible aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, on a l'impression qu'on entend ça partout. Enfin, peut-être que c'est mes pour toi de TikTok, par exemple, qui que des personnes qui se refont le visage, etc. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, ce qui est simple, ce qui marche le plus, en tout cas en ce moment, c'est le beauty privilège. C'est les personnes beaux. Le beauty privilège? Beauty privilège, c'est par exemple, les gens beaux ont toujours un privilège, c'est de réussir, en fait. Mais réussir quoi? Pas forcément la notion de réussir, mais ils seront plus mis en avant. Mais en avant pourquoi? En avant sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça sert à quoi? Non, mais franchement, allons au bout du truc. Vrai. En vrai, franchement, c'est... Alors, beauty privilège, ok. En effet, je suis assez d'accord avec toi. Quand t'es beau gosse ou belle gosse, t'as un peu un truc en plus. Mais
Être en avant sur les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Les réseaux sociaux, plus on a d'abonnés, mieux c'est pour nous. En quoi c'est mieux? En fait, ça, je ne saurais même pas te répondre. Je pense juste que c'est devenu comme un... Je pense même que c'est un truc qu'on pourrait mettre sur un CV, influenceur, quelque chose comme ça. Enfin, okay. Pour toi, d'avoir des gens qui te suivent, c'est être validé. Ouais, c'est ça. Exister. C'est une validation, en fait, c'est exister. Et donc, si il n'y a pas de gens qui te suivent, t'es un peu un loser? Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que quelqu'un qui se filme en dansant, qui a 100 000 j'aime, une autre personne qui se filme en dansant, qui a 5 j'aime, elle va être plus facilement critiquée. Pas forcément, pour le coup. Mais toi, les réseaux sociaux, ils ont pris une place... Enfin, en vrai, c'est normal. Hein. T'as baigné avec ça. C'est voilà. Je suis un dinosaure pour toi, du coup. Non. Du coup, quand tu vois toutes ces vidéos de gens qui se font refaire, etc., tu dis, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, je sais même pas s'ils ont refait quelque chose. Je trouve juste que leur visage est plus harmonieux, plus joli. Et j'aimerais juste que moi, mon visage, quand je me regarde, que je me dise, oui, ça va, mon visage, il est harmonieux, il est joli, j'aime bien le regarder. Et là, tu te trouves comment? Alors là, j'ai beaucoup de mal avec mon physique. Depuis quelques temps, j'ai repris du poids en plus. Et donc, j'ai beaucoup de mal devant les miroirs, etc. En général, je mets une serviette toujours avant de prendre ma douche sur les miroirs. Merde. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec mon propre reflet. Ok. Et pour l'instant, ça reste encore compliqué. Et t'as pris du poids pour quelle raison? Je suis tombé amoureux. Merde. Je suis tombé amoureux en mai 2023. Ouais. Et il paraît que quand on est vraiment amoureux, on prend un peu de poids. Bon, j'ai pris 20 kilos en 8 mois. Donc peut-être. En 8 mois, en 8 ans. Waouh, putain, j'ai dit 8 mois, ça fait 8 ans que je ne mette pas du tout. Ouais, donc tu t'es un peu laissé aller. Ouais, c'est ça. Okay. Et ensuite, après, je sais pas si ça avance trop l'histoire, parce que du coup, entre-temps, j'ai refait des trucs. Mais alors, attends, oui, on va y aller petit à petit. Tu as mentionné que tu avais trouvé une certaine validation à travers le regard des autres après ces opérations. Est-ce que ça a changé ton rapport justement à ta propre identité? Je crois que une fois que je me suis rendu compte de qui j'étais physiquement, je crois que ça a beaucoup impacté mon identité parce que je suis devenu moins rigolo. En fait, je crois que je suis devenu plus sérieux. Mm-hmm. Je suis devenu peut-être plus mature aussi dans un sens. Bon, on peut être mature et rigolo. Oui, c'est vrai, mais je crois que ça a été le jour et la nuit. Je crois que plus personne m'a trouvé rigolo après ça, parce que la seule chose qui importait, c'était mon physique. Et donc j'étais omnibulé par ça, j'étais très narcissique. J'étais égocentrique, narcissique, je ne pensais plus qu'à moi. Mes amis, je les ai vraiment mis de côté. Et là, ça a changé ma personnalité en négatif, mais bon, je pense que ça l'a apporté en positif aussi. Mais mon identité, elle a beaucoup changé après ces opérations-là. Je pense que j'ai enlevé tout le monde de ma vie, tous mes anciens amis. Ah ouais? Ouais. Je pense que j'ai eu plus personne après ça. Parce qu'il y en a qui avaient porté des avis négatifs là-dessus, qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce que j'ai fait, qui me l'ont fait savoir. Ouais, mais de mon point de vue, tu me dis ce que t'en penses. Pour moi, on peut ne pas du tout être d'accord. Oui. Tout en te respectant, t'aimant et tout ça. Évidemment. Mais alors, à ce moment-là de ma vie, c'était pas possible. Fallait qu'on soit d'accord. Voilà, c'est ça. Fallait qu'ils me trouvent beau comme ça, et pas autrement. Et ça fait quoi si les gens te trouvent moche? Qu'est-ce que tu ressens? Non, mais c'est vrai. Je pense que je peux beaucoup pleurer si on me dit que je suis moche. Okay. Je pense que je pleure beaucoup. Si on me dit, si mon copain actuel me dit aujourd'hui, ta coiffure, ça allait pas, faut que tu ailles chez le coiffeur, un truc comme ça, je pense que je peux pleurer pendant des semaines. Ah ouais? Ouais, ça m'impacte beaucoup. Moi, ça me fait de la peine. Non. Non, mais c'est vrai, parce que c'est touchant, parce que je sens que ça prend une place très. En même temps, quelque part, ça se comprend d'après ton histoire. Mais d'un autre côté, est-ce que tu te dis pas, tiens, je vais développer des choses en moi que j'aime? Je parle pas de ton physique, hein, mais je te dis vraiment de la merde. Tiens, je me rends compte que j'adore les maths. Bon, je sais pas à qui ça arrive, mais j'ai envie de me passionner, j'ai envie de découvrir les mathématiques, ou je sais pas, je découvre la piscine, j'adore ça, ou j'ai envie de faire des puzzles, j'en sais rien. Il y a pas des choses que tu découvres de toi qui font que tu t'estimes et que tu t'apprécies? En fait, j'aimerais bien. J'ai essayé de développer la peinture, etc., pour trouver un autre sens à ma raison d'être, mais j'arrive pas. J'essaye, je peux me trouver beau pendant 2-3 jours, et ensuite je me déteste, je remets les serviettes sur les miroirs, je me frappe le visage. J'essaye du plus profond que je peux. J'ai vu des psys, etc. J'ai l'impression que personne n'arrive à m'aider, personne n'arrive à me sortir de ce schéma-là il faut que tu sois beau avant d'être quelqu'un. Tu te rends compte? Et je me rends compte de tout ça. Et le pire, c'est ça, c'est que je me rends compte de ça. J'entends le discours de s'aimer, j'entends tout ça il faut se décrocher de son apparence. Je l'entends, mais comment moi, je trouve que c'est
très difficile de se décrocher de son apparence, franchement. Ouais. Je trouve que c'est pas évident. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui se regardent pas et tout ça. Tu peux trouver du bien-être ailleurs, tu vois. Ouais. Pour moi, la question que j'ai vraiment envie de te poser et que je t'ai posée, c'est ça sert à quoi d'être beau? Qu'est-ce que ça vient valider, tu vois? C'est-à-dire que je comprends le truc avec tes parents. Genre, c'est vraiment hyper compréhensible, mais t'es beau. Et demain? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je pense que j'ai pas la réponse. Je pense juste que j'essaie d'atteindre la première étape de me trouver beau. Et ensuite, peut-être que j'aviserai. Et tu crois pas que la première étape, ça pourrait être de parler avec tes parents? J'essaye de leur en parler vraiment. J'essaye de leur reparler de leur éducation qui a été très traumatisante pour moi sur leurs gestes, leurs paroles, etc. Mais ils ont beaucoup de mal à entendre. Et, par exemple, ils te disent quoi quand tu leur en parles? Ma mère, je crois qu'elle ne répond même pas. Elle ignore. Parce qu'en fait, on s'appelle beaucoup au téléphone parce qu'on se voit pas souvent. Elle écoute pas. Et mon père... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça l'énerve? Je pense qu'il s'en veut. Et comme il s'en veut, il évite le sujet. T'as essayé de leur écrire? Non, jamais. En fait, ce qui pourrait être pas mal, sans que tu leur envoies, mais c'est que t'écrives tout. Ouais. Tu leur envoies pas. Juste pour toi, tu vas dans Notes et t'écris tout, ta colère et ta tristesse et je vous en veux de ça et pourquoi vous avez fait ça et machin. Peut-être un jour t'enverras ou pas, mais je pense que ça pourrait être vraiment un bon point de départ parce que ton départ à toi, il est biaisé. Vu qu'on, tu vois, on t'a dit d'être quelqu'un d'autre en gros. Donc je connais pas bien et tout, mais je pense qu'en fait ce truc du schéma d'être beau, c'est infini. Oui, je pense, parce qu'avec l'âge, ça va changer, mais... Oui, et puis jusqu'où ça va aller. Ouais. Tu vois. Là, t'as fait combien d'opérations au total? De chirurgie esthétique, là, sur l'histoire, on s'est arrêté juste au nez. Médecine esthétique, j'avais juste fait les lèvres. Ouais. Et j'ai repris la médecine esthétique cette année. Ouais. Où j'ai refait une nouvelle fois mes lèvres. De toute façon, les lèvres, t'es obligé de les refaire tous les, je sais pas combien de temps, non? Ouais, c'est ça. C'est qu'au bout d'un an, c'est de l'acide hyaluronique. Donc ça finit soit par partir, ou soit ça s'évapore, soit ça part un peu partout dans le visage. Ok. Et donc je les ai refaits. Cette fois, j'en ai refait un peu plus en plus. J'ai décidé de faire mes pommettes. Ok. Mon menton. Alors les pommettes, les injections. t'as fait quoi? Pour monter? Ouais, c'est ça. Ok. C'est de l'acide hyaluronique, ça aussi? C'est un acide hyaluronique qui est un peu moins fluide qu'on met aux pommettes et au menton, mais ça reste de l'acide hyaluronique, mais qui est un peu moins fluide. Et le menton, c'était pour faire quoi? Pareil, c'est pour avoir un menton un peu plus pointu. Ok. Ouais. Et puis les pommettes, c'est pas les pommettes, mais la mâchoire, c'est pour un peu rééquilibrer, parce que j'ai un peu c'est pas parallèle, quoi. Oui, comme tous les visages. Comme tous les visages. Au final, c'est comme tous les visages, finalement. Ok. Voilà. Là, pour novembre, quand on fait de la chirurgie esthétique, on a beaucoup de rendez-vous avant ça. Okay. Et donc, pour novembre, j'ai deux opérations. J'ai une opération maxillofaciale. Donc ça va consister à faire un trou dans la joue depuis l'intérieur, mettre des plaques au niveau de la mâchoire pour justement avoir ce côté parallèle. Donc moi, ça va être du côté droit. Et j'ai aussi une bichectomie. C'est quoi ça? Alors, une bichectomie, ça consiste à retirer les boules de bichat. Les boules de bichat, c'est une structure graisseuse qui se situe derrière le muscle de mastication et qui va jusqu'au tympan. Et donc, c'est pour avoir le visage plus creusé, en gros. Les boules de bichat? Ouais, ça s'appelle boule de bichat. Pour être un peu comme ça, pour faire un peu le contouring naturel? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais ça te coûte beaucoup de sous, tout ça, non? La maxillofaciale, ça coûte assez cher. Ça coûte 9 000 €. Waouh. Avant de passer à cette opération, ils nous donnent des gouttières pour essayer de rééquilibrer, pour que ça marche. Et l'autre, la bichectomie. Ouais, ça coûte combien, ça? Alors ça, il me semble que j'en ai pour 1800, 2000 €. Comment est-ce que ton entourage, tes amis, tes proches, ils réagissent à ça? Est-ce que t'en parles ouvertement avec eux ou pas? Personne au courant, j'ai très peu d'amis. J'ai une amie. Ouais. Elle est très en désaccord avec ça. Ouais. Mais pour l'instant, elle reste dans ma vie. Non, mais c'est comme ma sœur, donc je pourrais jamais la supprimer. Mais pour l'instant, j'ai qu'une amie, elle qui est en désaccord, et le reste, personne n'est au courant. Et ta sœur et ton frère? Ils sont pas au courant. Et ton mec? Pas au courant non plus. Ok. Et donc là, par contre, tu viens en parler devant potentiellement beaucoup de gens qui vont t'écouter. Ouais. En fait, j'espère que... Je sais que mon copain, il va l'écouter, c'est sûr. Mon frère et ma sœur, ils vont l'écouter, c'est sûr. Après, je pense que d'ici là qu'il écoute, l'opération sera déjà passée. Donc... Pourquoi tu fais le choix d'en venir en parler ici plutôt que de leur en parler à eux directement? C'est plus simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus simple quelque part. Ouais. C'est pas eux que j'ai en face et en plus, ils l'entendent en même temps. Podcast. Tu penses que tu pourras un jour te sentir vraiment bien dans ton corps? J'espère. J'espère, mais pour l'instant, je pense que le chemin, il reste long.
T'as prévu de faire d'autres choses à part, entre guillemets, ce que tu vas faire en novembre? J'aimerais bien faire un lifting des yeux, mais pas pour maintenant. Un lifting des yeux, c'est pourquoi? Pour remonter Ouais, c'est ça. Ok. Je t'ai fait le geste. Oui, tu m'as fait le geste. Ok. Et dans le corps? En fait, le corps, c'est très compliqué parce que je veux pas passer par... je suis pas gros, donc je pourrais jamais faire des trucs pour réduire l'estomac, pour être encore plus maigre, ça je pourrais pas faire. Mais pour l'instant, par faire du sport, je fais rien de plus pour le corps. Et ton copain, il est comment physiquement? Il est dans tes critères? Pas comme moi j'aimerais être, mais il est dans les critères de beauté sociétale. Hein. Ok. Il est grand, musclé, il a la barbe bien taillée. Et donc pour toi, les gens beaux ou belles, c'est des gens qui rentrent dans ces critères-là? Ouais, c'est ça. Par exemple, ta famille, tu les trouves beaux? Oui, ils sont très beaux, hein. Ils sont très très beaux, ils ont leurs défauts. Mais en fait, ça je l'entends, qu'on a tous des défauts, qu'on est tous un parallèle. Enfin, je l'entends, mais juste moi, je peux pas me l'entendre pour moi. Est-ce qu'il y a des gens que tu trouves moches et que t'aimes? Non. Alors, personne, j'ai... Il y a pas des gens que tu dis, oh, pas ouf quand même? Ah non, je crois que j'ai personne de... Non. Ça me fait de la peine, tu vois, de me dire... et je sais que t'es pas le seul. Je sais que vous êtes pas mal, enfin vous, qu'il y a pas mal de gens comme ça, et que je pense que les réseaux sociaux, ils ont un peu niqué la gueule des jeunes, de la jeune génération. Ouais. Quand tu parles des réseaux sociaux, de la réussite, des likes, etc., ça raconte quand même beaucoup de choses, et c'est pas de ta faute. Ouais. C'est ce qu'on nous inculque aussi vachement, qu'il faut réussir, que maintenant tu vas sur TikTok, tu peux percer pour un oui ou pour un non. Je peux me permettre de te dire un peu... je me demande jusqu'où ça va aller. Jusqu'où tu vas aller. Parce que je pense que, en fait, on n'est jamais vraiment satisfait dans ce truc de beauté. C'est-à-dire que moi, qui n'ai fait aucune chirurgie ni médecine, même si j'ai déjà été à des rendez-vous pour voir et tout, évidemment qu'il y a des choses que j'aime pas sur mon physique. Je parle pas du poids, hein. Je parle vraiment juste du visage. Il y a des choses que j'aime pas. Mais comme tu dis, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui change, il y a un autre truc que je vais voir après. Donc jusqu'où ça va aller, tu vois. Et que je sais pas si cette quête de la beauté va faire que tu vas être heureux, au fond. Hein. Parce que, et je sais que tu le sais, parce que tu me le disais tout à l'heure, ta valeur, elle ne réside pas là-dedans. Tu vois, que tu sois moche, que tu sois beau, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mieux ou moins bien. Oui. Je sais pas si tu t'en rends compte de ça. Et ça, je pense que j'en ai conscience. Je pense que c'est le même discours que je pourrais dire à un ami. Mais j'arrive pas à me le faire comprendre à moi-même. Parce que je me vois tous les jours dans le miroir. Je me trouve tellement disgracieux. Disgracieux? Ouais, vraiment. C'est quoi que tu trouves disgracieux? Mon corps en général, je pense. Mon visage en général. Je supporte pas que mon copain me regarde sous certains angles. Ça peut me mettre hors de moi. Je déteste qu'il me voit encore nu à la lumière du jour. Enfin... Et les sexualités, comment ça se passe? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? C'est très compliqué, très compliqué. Comme j'étais sexualisé très tôt, j'ai eu des rencontres un peu compliquées. C'est-à-dire? On m'a abusé sexuellement par des rencontres sûrement dues à ces photos-là où honnêtement, je venais d'arriver dans une ville que je connaissais personne. J'ai rencontré de mauvaises personnes. Et moi, je pense un peu... Au rapport au poids, ça n'a pas aidé, je pense, au corps, etc. Ça n'a pas aidé. Mais par exemple, ton copain, tu l'aimes? Je l'aime beaucoup, oui. Lui, il t'aime aussi? Il m'aime beaucoup, oui. La tendresse, tu vois, la sensualité, tout ça, ça va pour toi? Je me sens comme un petit garçon, toujours. Ok. J'ai toujours ce... Je peux pas aller vers lui, sexuellement, c'est impossible. Tu fais pas le premier pas? Je me trouve comme un petit garçon, en fait. Il va me dire un truc, je crois que tu en avais déjà parlé en plus... Et c'est exactement pareil, c'est que je me sens hideux, je peux pas aller vers lui avec ce corps-là, c'est pas possible. Avec ce corps-là? Ouais, je pense que si on avait des chirurgies qui consistaient à couper la tête et changer de corps, je pense que je le ferais. Tu prendrais quoi comme corps? Un corps que je trouverais beau, comme j'ai dit, dans les critères sociétals, quoi. Ouais. Même si c'est des critères que je sais qu'il faut déconstruire, mais pour l'instant, ils sont ancrés. Et t'as du mal à accepter le fait qu'il te désire? Ouais, je remets tout le temps ça en question. Je sais que je lui dis, mais je suis dégueu. Je suis dégueu, en fait. Pourquoi je lui dis, t'es pas honnête, t'es un menteur. Enfin, je trouve mille et une excuses pour qu'il arrive à me dire que je suis moche, en fait. Ouais. Oui, toujours, je lui dis, mais il te donne raison, quoi. Ouais. Et s'il te dit, t'es moche? Ah bah, je pense que je pleure. Ouais, mais en même temps, c'est ce que tu recherches. C'est ce que j'aimerais entendre, presque. Et ta sexualité de toi à toi? Je fais rien du tout. Il y a pas. Aucune sexualité, tout ça. Et c'est quoi pour toi la définition de la masculinité? En fait, moi je me trouve pas très masculin. Et t'as envie de l'être? Non. Enfin,
En fait, je sais même pas si je veux être plus féminin que masculin, mais ça, tu questionnes pas ça? Ça, je me questionne pas. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui se sentent un peu prisonniers de leur apparence à cause des réseaux sociaux et qui envisagent des actes esthétiques? J'aurais aimé passer un message positif, mais je pense que le mieux, ce serait de s'aimer dès le plus jeune âge, de pas se laisser... Notre valeur ne réside pas dans un reflet de miroir. C'est bien plus profond que ça, et il faut juste réussir à mettre les mots dessus pour pouvoir s'en sortir. Pas forcément commencer par la chirurgie dès 18 ans, je pense pas que ce soit la solution. Parce qu'en même temps, tu dis ça et c'est pourtant ce que tu fais. Ouais, c'est ça, c'est que... Je ressens une tristesse très forte chez toi. Ouais. Tu vois, il y a un vrai truc où ça se voit que t'es triste, que t'es fébrile, tu vois, fébrile. Ouais. Le prends pas mal quand je dis ça. Mais je sens qu'il y a beaucoup de tristesse. Ouais. Et ce serait aussi logique avec comment t'as grandi et puis ce qui t'est arrivé, les agressions et tout ça. Et puis je le redis vraiment, on n'aime pas plus un enfant parce qu'il est beau ou moche, quoi. Oui. Mais vraiment, hein, oui. Tu trouves toutes les personnes belles autour de toi parce que tu les aimes. Ouais, alors ça. Imagine ce que c'est d'être parent avec son enfant, c'est bien plus fort que ça. Donc en fait, ils ont déplacé, mais peut-être que c'est trop tôt pour toi pour l'entendre, mais ils ont déplacé leurs problèmes sur toi. Et donc peut-être que tu vois quelqu'un d'ailleurs, t'as un psy ou... Non, personne. Ça se ferait, enfin, ça ou autre chose, mais ça pourrait te faire vachement de bien, quoi. J'ai essayé, mais c'est toujours ce même discours d'apprendre à s'aimer, mais j'ai pas les clés, quoi. Moi, je pense que t'es pas tombé sur les bons. Ouais, peut-être. Parce qu'en vrai, on aborde peu ça en thérapie, en général, je crois. Mais ça te ferait du bien, rien que de parler, tu vois, d'expliquer des choses, parce que je pense que tu te libérerais, tu vois, de toi-même, en fait, parce que c'est ça, en fait, t'es un peu en prison avec toi, là. Oui, je suis d'accord avec toi. T'es d'accord ? Totalement, je suis emprisonné dans un corps que je déteste, que j'aimerais plus voir, que je supporte plus tous les jours de me réveiller et de revoir ce même corps, etc. Je trouve comme si, je sais pas, je déteste ce corps. Je pense que tout n'est pas dans le corps, moi. Peut-être, ouais. Quand tu dis je déteste ce corps, je pense que c'est pas que le corps. Je pense qu'il y a ça aussi beaucoup. Tu vois, ta tête de comment tu te regardes, tu vois, comment tu t'estimes, qu'est-ce que tu penses de toi au-delà du corps. Est-ce que t'as l'impression d'être un loser ou un mec qui a de la valeur ? Est-ce que t'as l'impression, alors je veux plus être marrant parce que, enfin, tu vois, comment tu te vois ? C'est quoi ? Tu devrais écrire, ce serait bien, peut-être d'essayer, peut-être que c'est une idée de merde, mais que t'écrives tes qualités et tes défauts, que tu dises qu'est-ce que j'aime bien chez moi. Et t'inquiète, il y en a 12 milliards. Il y en a toujours 12 milliards. Le physique, en effet, c'est cool. Parce que c'est ta manière de te présenter aux gens, c'est ta manière de te voir aussi, mais moi, je trouve qu'une fois qu'on est débarrassé de son physique, qu'on arrive à se détacher un peu plus tôt, putain, ça fait un bien de ouf, je te jure. Ouais. C'est vraiment... Et ça, je le crois vraiment. Ouais. Et j'aimerais juste y arriver. Et tu penses pas que, en ne faisant pas ces opérations-là en novembre, ça pourrait être intéressant de te dire non, je vais accepter ce que je suis. J'ai 22 ans que je déteste ce corps. Est-ce que ça peut m'aider ? Et donc t'espères avec ces opérations... J'espère, vraiment. J'espère. Et tu t'es dit, imagine, je me plains encore moins ? Je pense pas. Non, je pense pas. Parce que quand j'ai été très maigre, j'étais très creusé au niveau du visage. Après, j'ai repris du poids, mais... T'as bien aimé ça ? Ouais, c'est de la maigreur, encore une fois. C'est ça qui te plaît ? Ouais. Ok. Bien écoute, c'est la fin de cet épisode. C'est super triste comme fin, non ? Bah... Je suis désolée. Mais non, t'excuses pas, tu rigoles. Non, mais c'est triste. En même temps, je trouve que c'est hyper honorable de le dire, tu vois, de se dire, ouais, en fait, j'essaye, j'arrive pas, je donne les conseils que je m'applique pas. Déjà, d'avoir conscience de ça, c'est super. Ouais. Mais moi, le seul truc que je peux te conseiller, c'est vraiment d'aller travailler sur toi parce que t'as que 22 ans. Ouais. Et que la manière dont tu te perçois, ce que tu dis de toi, c'est franchement triste. Et en même temps, j'ai trop envie que tu te sentes mieux. Mais je sais que dans ce que tu crois, c'est que tu crois que ça passe par là. Et j'espère franchement, alors après, si toi t'adores la chirurgie esthétique, que ça devient un peu un kink et tout ça, ok, ça c'est presque un autre sujet. Mais tu le fais pour t'aimer. Et je sais qu'il y a la chirurgie dite réparatrice, tu vois, je sais pas, genre j'ai des très gros seins depuis toujours, ça me fait mal, ou mon nez me complexe de ouf, ok. Mais j'ai un peu l'impression que ça n'ira jamais complètement, tu vois.
Ouais, c'est vrai. T'as résumé un peu. Mais c'est pour ça que j'ai pas trop de conclusions. Ouais, moi non plus. Mais c'est pas grave, pas grave. Je pense que t'es en quête aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire qu'on n'a pas abordé ? Non, c'est bon, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. J'espère juste que ma sœur l'entendra et tout ça, c'est pas de sa faute. Ouais. Tu fais bien de le préciser parce que, en effet, c'est pas du tout de ta faute. Ouais. Toi, la sœur d'Anthony. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être venu te livrer sans tabou sur le podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, qu'il y a un compte Instagram que j'ai créé il y a pas très longtemps pour le podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer vos recos, vos thèmes, vos questionnements aussi sur certains épisodes. N'hésitez pas, je vous lis toujours. Même si je vous réponds pas, je vous lis. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Salut. Podcast.